Bonjour à vous tous, bienvenue dans Champagne-Ardenne Matin. Nous sommes ensemble pendant 26 minutes de direct, rien que pour vous. Vous le savez, comme chaque jour, vous pouvez témoigner, poser des questions par SMS. Et aujourd'hui, nous allons parler justement des jeux d'argent, l'addiction aux jeux d'argent, être accro aux jeux. Un phénomène qui prend vraiment de l'ampleur et qui peut provoquer une descente aux enfers pour certains. Sachez que l'addiction aux jeux touche 600 000 Français et que le chiffre d'affaires des jeux autorisés, c'est-à-dire le loto, les jeux de grattage, les casinos et les paris sur les courses de chevaux, ce chiffre d'affaires a été multiplié par 400 depuis 1960, passant de 98 millions d'euros à 37 milliards d'euros. C'est énorme. Alors le jeu peut-il devenir une drogue? Pour y répondre, deux spécialistes sur ce sujet sont présents sur ce plateau. Stéphane Dehoule, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychologue spécialisé dans l'addiction. Vous nous expliquerez justement comment on devient accro aux jeux d'argent, si ce phénomène touche toutes les classes sociales. Comment arrive-t-on justement à s'en sortir? Vous nous expliquerez aussi votre méthode pour guérir justement ces accros au jeu. Est-ce que c'est difficile de guérir? Est-ce qu'ils sont tous guéris justement? Alors ce serait bien si c'était le cas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis qu'on s'intéresse à ces questions-là, parce que c'est assez récent, il y a certainement une amélioration, oui c'est sûr. Bon, on va développer évidemment pendant cette émission. Gilles Guignard, bonjour. Alors vous êtes joueur de poker professionnel, vous nous expliquerez justement comment vous avez été attiré par ce jeu, la première fois, comment ça s'est passé, comment ce jeu est devenu un jour une passion et comment vous avez décidé justement d'en vivre, car vous êtes devenu professionnel. Vous nous parlerez ici de votre quotidien, de vos tournois, et puis vous nous direz si vous pouvez vraiment vivre du poker. Vous vivez du poker ? Oh, on va dire modestement pour l'instant. Modestement, ça va peut-être. Vous nous expliquerez justement les tournois, c'est pas très simple. Hein. Alors si ce thème vous intéresse, si vous voulez témoigner, si vous voulez poser des questions sur ce thème, vous pouvez le faire dès maintenant, c'est simple, par SMS, ACA, suivi de votre question au 5 15 15. Alors depuis la libéralisation des jeux d'argent en ligne, de plus en plus de champardonnais tentent leur chance, hein, pensant un jour remporter la cagnotte, mais rares sont ceux qui gagnent. Certains savent se limiter, d'autres non, ce qui peut provoquer une descente aux enfers, que ce soit sur Internet, dans un casino ou dans un cercle de jeux. Reportage Lucie Boisard, Paul-Antoine Boudet et Julien Baudard. Tournoi de poker en plein cœur de Reims. Autour de la table de jeu, chacun cultive son style. Manipulation de jetons plus ou moins maîtrisée, lunettes noires pour brouiller les pistes, ou l'air faussement décontracté. Tout est affaire de tactique et de psychologie. Moi, ce qui me plaît dans le poker, c'est plutôt la stratégie, un petit peu de rentrer dans le cerveau de l'adversaire. La psychologie, la concentration, le contrôle de ses nerfs, les impulsions. Un jeu de maîtrise et de calcul qui laisse peu de place au hasard. Ce qui anime aussi les joueurs, c'est remporter le pot, mais pas à n'importe quel prix. Bon, on va dépenser 100 € par mois peut-être. Donc bon, c'est pas plus cher qu'on fume pas, donc c'est pas plus cher que les cigarettes, c'est un loisir comme un autre, quoi. Je joue approximativement, on va dire, entre 150 et 200 € par mois. Voilà. Et jusqu'à présent, je rentre largement dans mes gains. Donc voilà. Gagner de l'argent, ça peut aussi se faire sur Internet. La libéralisation des jeux en ligne a vu le nombre de sites décuplé en France. Des gains immédiats avec un simple clic, c'est ce qui a poussé ce jeune Rémois à jouer. Mais rapidement, le jeu a tourné à l'obsession. Au début, c'était, on va dire, une fois par semaine. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ça a été de pire en pire en fait. Hein. J'ai joué tous les jours. Et puis des fois, je gagnais des grosses sommes et puis je les encaissais, mais on peut aussi facilement les décaisser pour rejouer. Donc je m'arrêtais pas en fait. Hein. C'était parce que j'en avais besoin en fait. C'était même pas pour gagner parce que des fois je perdais et puis je savais très bien que j'allais perdre et je continuais à perdre mon argent comme ça parce que j'en avais besoin. Un besoin irrépressible qui a transformé le jeu d'argent en une addiction. Pour tenter de s'en sortir et rembourser ses dettes de plus de 48 000 €, ce trentenaire suit une thérapie. On voit vite le fond en fait. Hein, donc ça nous entraîne vraiment dans la dépression et parce qu'on a l'impression d'être rien en fait. Hein. À un moment donné, on a l'impression d'avoir tout perdu, de servir à rien, de faire n'importe quoi. Donc c'est vrai que ça a été 10 ans de galère et maintenant je vois ça autrement et j'ai envie de m'en sortir et j'ai plus envie d'y jouer, c'est sûr, quoi.
Il a envie de s'en sortir, il n'a plus envie de jouer. Stéphane Dehoul, vous qui êtes psychologue, justement, c'est difficile de s'en sortir quand on a carrément plongé dedans? Ça dépend des personnes. Après, dans le cas qu'on voit ici, ça s'est relativement bien passé. Oui, il dit qu'il n'a plus envie de jouer du tout. Voilà. Après, il suffit simplement parfois déjà de pouvoir en parler à quelqu'un qui ne va pas être dans le jugement, parce que c'est une pratique. Aujourd'hui, le jeu, on a tendance à dire c'est peut-être un vice, enfin ce genre de choses. Déjà, de pouvoir en parler, ça peut... Oui, parce que pour certaines personnes, c'est juste une fois de temps en temps, ça fait plaisir, oui. Voilà, il n'y a pas de souci. En revanche, c'est vrai que c'est dramatique pour d'autres personnes qui commencent un jour à jouer, qui commencent à jouer tous les jours, jour et nuit, et puis eh bien, ça entraîne évidemment des dépenses, des demandes de crédit, le surendettement, et là, c'est la descente aux enfers. Oui, il faut pouvoir accompagner ces personnes-là sur toutes ces sphères, hein, j'ai envie de dire. Il y a aussi l'entourage, par exemple, dont il faut prendre compte, hein. L'aspect financier, l'aspect de la santé mentale, hein. Et puis essayer de déterminer un petit peu pourquoi, à un moment donné, un joueur a commencé à jouer, hein. Est-ce qu'il avait des difficultés dans sa vie et il s'est raccroché au jeu pour essayer d'atténuer ça, ou alors est-ce qu'il a fait une belle rencontre dans le jeu à un moment donné? Ah oui, parce que ça n'allait pas, en pleine dépression peut-être. Par exemple, alors ça peut être pour essayer de s'évader un peu. Exactement. Ou alors simplement une rencontre avec le gain, hein, quelqu'un qui joue comme ça une fois de temps en temps, puis un jour on rencontre le gain, l'espoir, et puis là on met en place certains mécanismes. Oui, et puis avec la difficulté, les fins de mois difficiles, peut-être le rêve de gagner la cagnotte. Il y a une question d'une téléspectatrice, Lucette, qui demande: comment peut-on se rendre compte qu'un proche est addict? Quels sont les symptômes? Alors, c'est assez compliqué parce que souvent ces personnes peuvent présenter un déni de leur pratique de jeu, hein, ou même pas avoir conscience elles-mêmes de leurs problématiques. Il faut se poser la question dès lors où quelqu'un perd sa liberté. Hein, finalement, c'est cette notion-là, c'est la question de la liberté de s'abstenir d'aller jouer, hein, de pouvoir jouer. À partir de là, on peut commencer à se poser des questions. Ouais. Ce phénomène touche toutes les classes sociales? Oui, alors il y a des gens qui vont être en précarité, par exemple, et qui vont essayer à travers le jeu de trouver des solutions, hein, c'est ce que vous disiez juste avant, mais ça touche toutes les classes. Oui. Comment ça se passe justement, votre méthode pour les guérir? C'est une thérapie, ça dure longtemps? Ça dépend. Moi, j'ai pas inventé une méthode, hein, c'est des thérapies. Non, bien sûr, thérapie, oui, tout à fait. Alors, moi, je travaille sur deux axes. Hein, c'est l'axe de l'histoire du patient, hein, c'est-à-dire d'un point de vue un peu plus psychanalytique pour savoir si dans son histoire familiale, il y a déjà eu des pratiques de jeu, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a eu des difficultés rencontrées? Et puis aussi, ensuite, on va travailler d'un point de vue assez comportemental sur la pratique concrète du jeu, à savoir des conseils, comment on peut réduire les risques quand on ne peut pas faire autrement que Vous leur demandez d'arrêter tout de suite ou progressivement? Non, alors ça, moi je leur demande rien, c'est à eux déjà de savoir quels objectifs ils peuvent se fixer, hein. Est-ce qu'ils veulent arrêter ou diminuer leur pratique? Avec le jeu, on a quand même, plus qu'avec certains produits, par exemple, la possibilité de revenir à une consommation entre guillemets classique. Hein, ce qui n'est pas forcément le cas de certains produits. Alors, Gilles Guignard, vous êtes donc, je le disais tout à l'heure, joueur de poker professionnel, enfin, vous en vivez en tous les cas actuellement. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois quand vous avez commencé à jouer au poker? Oui, ça s'est fait un peu par hasard. J'ai découvert ça sur le net d'ailleurs. Ah oui, sur le net, d'accord. Ah ouais, j'ai découvert ça sur le net, puis j'ai appris qu'il y avait un endroit à Reims où on pouvait s'adonner au poker. J'y suis venu, j'ai découvert un endroit agréable. Et alors, ça a été tout de suite une passion? Tout de suite une passion, non, j'avais d'autres passions à l'époque, je faisais beaucoup de sport, football, tennis, voilà, là c'était vraiment une passion. Est-ce que vous êtes devenu accro, justement? Vous avez commencé à jouer, est-ce que c'est devenu... Non, je pense pas être devenu accro. Tout dépend où on met le curseur dans le mot accro, mais non, je pense pas. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que vous jouez? Est-ce que vous avez commencé à... Non, pas tous les jours. Pas tous les jours. Non. C'est-à-dire que vous êtes professionnel, donc vous allez faire des tournois, vous faites pas mal de tournois, soit en France, soit à l'étranger. Si vous partez en vacances, oui. Voilà, vous ne jouez pas du tout? Ah non, je peux être une semaine, 15 jours sans les jouer. Voilà, c'est... Quand ça devient un travail, si vous voulez, quand vous travaillez, vous partez en vacances, vous faites pas d'émission de télé. Donc, non, c'est vrai. Je suis pas avec mon micro sur la plage. Donc vous faites un break de votre profession. Voilà, moi quand je vais en vacances. Ouais. Donc il n'est pas accro?
Alors, il ne serait pas dépendant, apparemment, Voilà. puisqu'il a la liberté de pouvoir s'arrêter quand il le souhaite. Par contre, à un moment donné, on peut... Ça ne veut pas dire que parce que la dépendance n'est pas présente à un moment donné, qu'elle ne peut pas l'être plus tard. Hein, elle peut aussi arriver... il faut se méfier de la notion aussi de se refaire, par exemple. Hein, quand quelqu'un joue et qu'il n'accepte pas ses pertes et qu'il rejoue pour se refaire, là, on peut commencer à se poser aussi des questions, par exemple. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez vous limiter? Oui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand vous n'êtes pas dans une bonne soirée, il faut avoir une rigueur et dire, je me limite à 2 fois ce que j'ai perdu, donc 2 caves, que l'on appelle dans le jargon du poker. On se limite à 2 on se limite à 2 caves et puis si ça passe pas, on se dit c'est tout, ça sera pour une prochaine fois. Parce que la notion, comme disait monsieur, la notion de se refaire, des fois peut coûter très cher. Oui, tout à fait. Donc voilà, faut avoir une certaine commence la descente aux discipline. enfers si on n'arrive pas Faut avoir une certaine discipline. Alors vous jouez au poker, vous vous déplacez à l'étranger ou dans les cercles de jeu en France, mais certaines personnes, dans tous les cas, n'ont pas besoin d'aller très loin pour espérer peut-être gagner un jour le gros lot, se déplacer tout simplement dans un bureau de tabac, presse, au coin de la rue par exemple, c'est possible. On y retrouve justement Lucie Boisard qui peut-être va remporter aujourd'hui la cagnotte. Visiblement, il y a de plus en plus d'adeptes des jeux de hasard et de grattage. Alors je vais me mettre un peu dans la peau du joueur. Madame, bonjour. Bonjour. Je vais vous prendre un jeu, s'il vous plaît, à gratter. On va voir si j'ai la chance, c'est avec moi ou pas. Alors... Et là, aujourd'hui, vous avez gagné combien 14-0. Mon mari, il avait joué avant moi, il n'avait rien gagné. Moi, j'arrive derrière, je gratte. Ah ben alors là, il était écœuré. Je fais du grattage. J'aime bien. C'est sympa, mais bon, je gagne pas tous les coups 1 euro, 2 euros, mais le reste en an. Je gratte, ça fait presque 30 ans. Jamais gagné 2 euros, 3 euros. J'ai joué au 13 et j'ai gagné 13 euros. À l'astro, je gagne de temps en temps aussi. Combien à peu près des fois 18 euros la dernière fois. Ils grattent tout de suite, ils les rendent, et ils en reprennent, ils regrattent, ils les rendent, enfin, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus rien. Alors, le fait... Et ça c'est une minorité. Oui, c'est une minorité quand même. On dit malheureux en jeu, heureux au jeu, malheur en amour. Non, j'y crois pas trop. Je crois que je suis malheureuse en amour en ce moment, alors peut-être que je gratte. Alors, on dit oui, généralement, c'est vrai, heureux au jeu, malheureux en amour. Alors, Gilles Guignard, heureux au jeu? Heureux au jeu, de temps en temps, des fois malheureux au jeu aussi, donc voilà, ça dépend des périodes. Vous avez vu ce micro-trottoir, vous achetez aussi, vous grattez de temps en temps comme ça? Non. Un joueur, quand il est joueur professionnel, ne joue pas aux autres jeux, le loto, le grattage, les courses de chevaux, non? Non, jamais, non. Exceptionnellement pour dire, voilà, une super cagnotte, un truc comme ça, mais sinon, non. Donc c'est vraiment la stratégie du poker. Ouais, c'est ce qui me plaît dans ce jeu, quoi. C'est ça. Il y a des sensations vraiment très fortes. Ouais. Alors les tournois, ça se passe comment? C'est compliqué, je crois, les tournois. Déjà pour être admis. Déjà les tournois, oui, c'est assez compliqué. Enfin, tout dépend des tournois que vous faites, mais si vous voulez participer à des tournois, on va dire réputés, de haut niveau, les inscriptions coûtent très très cher. Vous n'êtes pas invité? Ah non, malheureusement, non. Ça se passe pas comme ça. Non, ça se passe pas comme ça, non. D'accord. Donc pour arriver à s'inscrire à ces tournois-là, si vous voulez, vous êtes obligé de passer par des tournois de qualification, beaucoup moins chers, et qui vous permettent d'accéder à ces tournois-là. Mais malheureusement, les qualifications ne passent pas tout le temps, quoi. Donc, Et vous me disiez hors antenne qu'il faut être souvent sponsorisé, que certains joueurs sont sponsorisés. Il y a certains joueurs qui sont sponsorisés. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile parce que là, vous accédez directement au tournoi majeur. Et le sponsoring maintenant est devenu très très difficile. On va dire tout le boom du poker est arrivé il y a un an et demi en France. Donc toutes les poker rooms qu'on appelle, tout le milieu du poker, donc a recruté ces joueurs. Et maintenant donc ça rentre au compte-gouttes.
Il y en a un qui n'est pas responsorisé l'année d'après, on en reprend un. Et vous êtes sponsorisé ? Et non, je ne suis pas sponsorisé. Donc, voilà, c'est un appel aujourd'hui. Vous êtes sponsorisé, c'est ça ? Ça serait merveilleux. Bon, je ne vais pas demander au psychologue Stéphane de vous sponsoriser, ça ne va pas aller, mais bon, si voilà, il y a des personnes qui veulent vous sponsoriser, qui aiment le poker, ça peut se faire. Ben, c'est vrai que pour arriver à progresser, il faut participer à des grands tournois avec des grands joueurs. Hein, et j'ai eu l'occasion d'en faire quelques-uns, de me confronter à ce genre de joueurs. Et c'est vrai qu'on progresse beaucoup plus vite. Et voilà, si l'opportunité se présentait, pourquoi pas. Bon, alors on va parler justement, vous allez de temps en temps faire des tournois aussi dans des cercles de jeu. Lorsqu'on est à la tête justement d'un cercle de jeu, doit-on contrôler, surveiller les joueurs, les protéger ? Réponse de Gérard Gravé, directeur d'un cercle de jeu à Reims. Regardez. Alors l'addiction au jeu, ça existe. C'est 4% de la population de joueurs qui ont une addiction au jeu. Ils sont donc malades vis-à-vis de ce phénomène-là. Mais s'ils n'ont pas cette compensation-là au jeu, ils vont la trouver autre part, ils vont la trouver dans l'alcool, ils vont la trouver dans la drogue. En fait, c'est souvent des gens qui ont une maladie et cela, c'est pas à nous de les guérir, c'est pas notre métier. Ça. Par contre, on peut leur dire effectivement d'aller voir le médecin qui va s'occuper d'eux et concernant le jeu, il s'appelle SOS Joueur, il s'appelle Addictel, etc. Oui, donc il y a des associations, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que ce n'est pas au directeur d'un cercle de jeu, je pense que c'est son métier d'avoir des joueurs dans ce cercle de jeu, mais il peut tout de même peut-être discuter de temps en temps et donner une adresse. Oui, mais je pense qu'il faut quand même, malgré tout, pouvoir faire de la prévention, en tout cas, ou de l'information, savoir vers qui orienter ces joueurs. Hein. Là, ce qu'il évoque, c'est un peu simpliste, hein, c'est-à-dire quand même, bon, s'il ne joue pas, il va boire ou il va... Bon, ouais. Ça s'appelle un transfert de dépendance. Ceci dit, c'est vrai que chez certains joueurs, on va rencontrer plusieurs choses. Le jeu avec le tabac, ou le jeu avec l'alcool, ou le jeu avec d'autres choses. Hein, ça, c'est aussi possible. Quand vous avez vu tout à l'heure, pour le grattage, là, lorsqu'on gratte pratiquement tous les jours, des personnes qui vont acheter leur quotidien, qui prennent un ticket de grattage, est-ce qu'ils sont addicts au jeu ? Ça fait partie d'un rituel pour eux, hein, finalement. C'est quotidien. La question de savoir s'ils sont dépendants, c'est toujours la même. C'est est-ce qu'ils peuvent s'arrêter ? Quand on voit dans le reportage cette dame, c'est la buraliste, qui dit il gratte devant moi, et puis il gagne, il repère, il regagne, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Ouais. Et ça, c'est souvent, c'est pareil, c'est cette même question de se refaire. Certains joueurs qui vont au casino me disent je ne peux gagner qu'à la fermeture du casino, parce qu'à ce moment-là, je repars avec quelque chose. Parce que si je gagne, je le remise, et si je perds, je me refais. Donc, D'accord. Il y avait une question que j'ai vue défiler, là, Yasmine va me la remettre. Voilà. Mon mari joue 4 € tous les jours aux courses. Est-il dépendant ? Parce que ça fait une petite somme, 4 €. Enfin, 4 € c'est quand même... Hein, on peut manger aussi avec 4 €. Mais 4 € tous les jours, est-ce qu'il est dépendant ? Donc 4 € tous les jours, ça fait... C'est pas la somme, en fin de compte, c'est de jouer tous les jours. C'est toujours pareil. Est-ce qu'il pourrait ne pas aller jouer ? Finalement, est-ce que ça lui poserait des problèmes ? Est-ce qu'il serait irritable ? Voilà. Oui. Après, là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces 4 € par jour dans le budget, par exemple, a des conséquences ? Ça, c'est... Alors, les études montrent que les hommes sont plus concernés que les femmes et que les jeunes sont plus concernés que les seniors. Vous êtes d'accord ? Oui, et après, ça va dépendre des jeux. Hein. Par exemple, pour le poker, on va rencontrer plus de jeunes. Pour les paris sportifs, il y aura plus d'hommes. Pour les jeux de grattage et les loteries, on aura peut-être plus de femmes. Voilà, ça dépend des jeux et de... Ouais. Quand on est joueur professionnel, on paye des impôts ? Non. On ne paye pas des impôts sur les gains ? Non, pour l'instant. Pour l'instant. C'est en discussion pour l'instant pour avoir un statut bien particulier pour le joueur professionnel. Mais pour l'instant, c'est un peu bâtard. Il y a rien pour le moment. Non. Alors là, il y a une question de Jean qui habite dans l'Aube et qui demande comment avez-vous eu le déclic pour devenir un joueur professionnel ? Ça s'est fait par hasard. C'est un concours de circonstances qui a fait que on était associés j'étais associé avec 2 autres personnes. On a fait une cessation d'activité. Je me retrouvais sur le marché de l'emploi et comme j'avais eu quelques petits résultats significatifs, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer et puis voilà, c'est parti comme ça. Mais si j'avais continué mon activité professionnelle, peut-être que je ne serais pas devenu joueur professionnel. Ouais, donc, passé comme ça, c'est vraiment une opportunité qu'a fait que dire allez, on essaye
Et puis on verra, quoi. Alors il y a une question, ça intéresse. Quelle est la somme la plus importante que vous avez gagnée? Je ne sais pas, on n'a pas le prénom de la personne qui a posé la question. Pour l'instant, c'est des sommes, on va dire, bon, quand même assez conséquentes, mais modestes. On peut en perdre aussi le lendemain. Mais dans le milieu, mais bon, j'ai pu gagner sur un tournoi jusqu'à 9 000 €. Voilà, c'est des sommes quand même intéressantes. Ouais. Mais oui, tout à fait, on ne gagne pas 9 000 € à chaque fois pour participer à un tournoi. Vous perdez après, 2 jours après ou 3 jours après. Parce qu'on est obligé de se réinscrire à un tournoi. Alors très rapidement, conclusion, un mot justement pour les personnes qui nous écoutent. Bien qu'elle n'hésite pas à en parler, surtout. Voilà. C'est pas un vice, hein, ça peut être considéré comme une maladie finalement, cette dépendance. Mais il faut aller en parler. Il faut aller en parler, avant voilà, de descendre complètement. Fait, voilà. Et un mot aussi, justement, pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Si c'est une passion, de temps en temps, c'est bien, mais il faut faire attention. Voilà, c'est comme tout, hein, faut le faire avec modération. Faut limiter, c'est tout. Voilà, Merci en tous les cas à vous deux, ça passe vite. Vous restez avec moi parce qu'on va justement prendre connaissance de l'actualité régionale et le flash est présenté par Laurent Villain.